J'ai décidé un jour d'appeler mon père. Dès que je l'ai appelé, j'ai fait pleurer ceux qui étaient autour de moi parce que je pleurais plus de 8 minutes. Le téléphone à mon oreille, lui il pleurait, moi je pleurais. Alors, Adam, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours jusqu'ici? D'accord. Je suis issu d'un mariage entre un commerçant et une ménagère, euh, entre une Tunjour et un Gourand du Nord Kanem. Voilà, je suis né à Moundou, grandi à Moundou. Après le bac, on ne s'est pas compris avec le papa. Voilà, on s'est fâché et j'ai décidé d'aller moi-même travailler et financer mes études. C'est comme ça, après une longue nuit de discussions, de négociations, voilà, avec les oncles et tout ça, j'ai décidé de partir. Je me suis retrouvé de Moundou 5 jours plus tard à Faya. De Faya, 3 jours plus tard, je me suis retrouvé à Koufra, dans l'extrême sud-est de la Libye. On était avec un ami. Lui aussi, on s'est rencontrés juste en cours de route. On s'est rencontrés à Faya et voilà, on a sympathisé. C'est comme ça qu'on est arrivé chez un de ses oncles à Ajdabia. Je ne vous raconte pas vraiment tout ce qui s'est passé, l'arnaque, la crainte d'être pris par l'immigration parce que on vous renvoyait automatiquement et tout ça, on était sans papier. Et c'est comme ça qu'on était arrivé à Brega, une petite localité pétrolière ou le site de Brega. On a fait 2 jours là-bas. Après, on devrait continuer sur Tarablus et aller sur Sapa. Mais moi, j'ai dit non, je préfère rester là parce que je cherche juste un travail, quelque chose qui finançait mes études. On m'a proposé beaucoup de travail, faire le ménage, repasser des habits, être répétiteur, être gardien dans une alimentation et tout ça. Je voyais vraiment un travail qui doit changer ma zone de confort. C'est comme ça que j'ai été recruté dans une société égyptienne, Karomika, qui fait dans le montage des bourges électriques. Et je me suis retrouvé à Jagné Bavé. Franchement, Jagné Bavé, pour le jeune Mondelais, fils de commerçant, qui n'a jamais peut-être ramassé un sac de ciment, je me retrouvais avec une facilité extraordinaire. Mais moi, je n'arrivais pas à me comprendre comment je me suis adapté facilement à cet environnement-là. Je me blessais tous les jours pendant le premier mois. C'était assez difficile, j'en pleurais le soir parce que je dis voilà, qu'est-ce qui m'a amené ici et tout ça. Mais la seule détermination est de prouver à tout le monde que je peux réussir, je peux m'en sortir, travailler de mes propres mains et aller. C'est comme ça, on a fait 1 année et demie, je travaille avec cette société. Après, je dis voilà, j'ai fait plusieurs tentatives pour traverser, ça n'a pas marché. Souvent, c'était vraiment les arnaques et tout ça. On nous a pris beaucoup d'argent, les passeurs. Après, on nous a trompés, on nous a mis dans un bateau qui ne devrait même pas y aller, qui devrait juste changer les côtes, au fait. De Tripoli, il devrait aller sur Misrata et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé toujours à l'intérieur de la Libye. Où j'ai décidé d'abandonner cette aventure-là. C'est comme ça que j'ai échangé avec des amis qui sont à Dakar. Ils m'ont dit, écoute, toi tu es bien, tu veux faire du journalisme, tu viens. On a le CST de Dakar qui est à l'intérieur de l'université Cheikh et tu peux venir le faire. Alors j'ai pris le chemin du retour via Sabha ou dans le grand désert où, si je dis Tinglia, beaucoup de gens le connaissent. Tinglia, c'est cette zone de dune de sable qui est vraiment du sable fin et peut-être presque mouvant. On a connu une panne de véhicule, on a passé une semaine entre Zouarké et Salal, parce que c'était une zone vraiment de grande traversée. Et je me suis retrouvé ici à N'Djamena un soir pour continuer à aller directement, sans informer qui que ce soit que je suis rentré au pays. J'ai passé la nuit à Nguéli, parce qu'à l'époque aussi le pont allait fermer la nuit, on ne pouvait pas traverser. J'ai passé la nuit dans une mosquée, je suis parti aller manger du karkandia, c'est mon plat préféré, c'est quelque chose que je n'avais pas mangé pendant 1 année. Et là, je me suis retrouvé, on a pris le chemin avec quelqu'un que j'ai rencontré aussi, il voulait des billets de l'Afrique de l'Ouest et moi j'en avais, on a fait les échanges au pont. Et on a continué avec lui parce que lui, il devrait se rendre sur Ouaga et moi sur Niamey. Parce que Dakar, ce n'était plus possible. J'ai passé la phase de test et tout ça, je devrais reprendre l'année prochaine. Et j'ai dit non, après j'ai misé sur Niamey. C'est comme ça on était arrivé à Maïdougouri vers les 18 heures. On ne pouvait pas passer la nuit ici parce que vu l'environnement, même si on passait la nuit là, on dit non, Nasda Yakoluna.
parce que c'était pas vraiment un environnement et tout ça. On ne voulait pas aller dans un hôtel et tout ça. On a pris le risque de continuer sur le canot. Et là, arrivé à quelques kilomètres des canots, on s'est fait braquer. C'était extraordinaire. C'était un des passages où je n'oublie jamais. J'étais le plus petit, en fait, parce que 2010-11, ça fait quand même beaucoup d'années, presque 10 ans aujourd'hui. Et là, on nous a depuis, ils ont mis on était 5 personnes, ils ont mis les 4 hommes, parce que moi, peut-être, on ne me considérait pas comme homme, comme un enfant. Ils ont mis les 4 hommes dans les buissons, et moi, on m'a laissé sur le goudron, où, voilà. Ils ont fouillé toutes les affaires, ils ont pris. Je m'apprêtais à cacher, j'avais juste un 100 000 francs en moi, que j'avais pris comme cash. Le reste de l'argent que j'ai travaillé, parce que j'ai gagné aussi beaucoup d'argent en Libye, ou j'ai laissé en Libye. On devrait me le transférer quand je serai en lieu sûr. J'ai cherché à le cacher dans ma chaussure, et là, l'un des gars a vu, il est venu, il a pris l'argent. Après, je ne comprenais pas du tout, parce que c'était inconcevable pour moi. Malgré toute cette traversée, je me retrouve être coincé à Kano, je dis c'est pas possible. Et là, dans un anglais très mauvais, j'ai approché le gars, je lui ai dit, you know, you take all of my money, so I need to stay here and work with you. Le gars, il me pousse, il ne me parle pas, il me pousse. Je le poursuis. Parce que ces chefs, entre-temps, étaient occupés à braquer d'autres véhicules. Parce qu'il y avait une ligne de véhicules qui était arrivée. Et là, c'était assez douloureux. Je vous assure, ce jour-là, j'étais prêt à rester travailler avec eux. J'étais prêt à rester travailler avec eux. Parce qu'à un moment donné, quand on perd tout espoir et on ne voit plus de repères devant soi, on était prêt à faire tout. Et là, j'étais prêt à travailler, à rester travailler avec ces brigands nigérians. Je ne savais pas si c'était de Boko Haram ou juste des brigands, mais c'était en plein Nigeria et à Kano. Alors, c'était vraiment un épisode assez douloureux. On s'est retrouvés après, voilà, on a continué, des gens nous ont aidés. Surtout le gars Suleiman, il m'a beaucoup aidé, c'est lui qui partait sur Ouaga. Il m'a amené jusqu'à Niamey en lieu sûr, à ses frais, et après il était parti. Et c'était vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué, aujourd'hui qui m'a beaucoup forgé. Ces passages-là où je quitte chez moi, à la recherche de vie meilleure, je tente de traverser pour aller en Europe, ça ne marche pas. Je me retrouve dans le grand désert. Je rate mon inscription au CST de Dakar et je me retrouve avec des Nigériens brigands jusqu'à me retrouver à Niamey. C'était vraiment quelque chose qui aujourd'hui, je pense que ça fait partie de ce qui ont fait de moi un homme. Parce que j'en ai bavé, j'en ai pleuré, j'ai perdu tout espoir. Et à chaque fois, je me suis relevé et j'ai dit, voilà, ce sont toutes ces expériences cumulées qui font de nous ce que nous sommes aujourd'hui. C'est émouvant, c'est touchant. Du coup, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? L'événement, toi, dans toute cette histoire qui t'a vraiment marqué? Ce qui m'a marqué dans cette histoire, c'est que moi, je n'ai informé personne que je partais en Libye. Personne. Personne dans mon entourage. Ni père, ni... D'ailleurs, avec mon papa, on était fâchés. Ni ma maman, je l'ai expliqué. Ni mes soeurs. Personne. On a fait presque une année où les gens pensaient que j'étais déjà mort. Je vous assure. Parce que je n'ai donné de nouvelles à personne. Je n'avais pas de réseaux sociaux, de profils ou tout ça. Je n'avais pas un téléphone parce que même mes cartes SIM et tout ça, avec le téléphone, je le laissais ici, à la maison, à Moundou, quand je quittais. Alors, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que j'ai décidé un jour d'appeler mon père. Dès que je l'ai appelé, il a écouté ma voix. Il m'a appelé par mon prénom. Et là, il a commencé à pleurer. J'ai commencé aussi à pleurer avec lui. Je n'arrivais plus à retenir mes larmes. Je vous assure, c'était dans une sorte de cabine téléphonique où les gens appelaient avec... pardon. Où les gens appelaient avec des box. J'ai fait pleurer ce qui était autour de moi parce que je pleurais plus de 8 minutes. Le téléphone à mon oreille, lui il pleurait, moi je pleurais. Jusqu'à ce qu'après j'entends la voix d'un oncle. Parce qu'apparemment ils étaient pas loin et ils n'avaient pas compris pourquoi lui il pleurait. C'était quelque chose qui m'a vraiment marqué. Et c'est là où j'avais compris que j'avais de l'importance à ses yeux. C'est-à-dire les parents, quoi qu'ils fassent, hein, c'est-à-dire qu'ils nous aiment et ils ont leur raison de faire certaines choses. C'est-à-dire que c'est rare aujourd'hui des gens qui investissent sur leurs enfants jusqu'à un certain niveau et après décident juste de les abandonner. Moi, je ne crois pas. Il y a toujours une raison quelque part.
Et